Bonjour. Donc on a vu dans la dernière vidéo que la dépense énergétique de repos a déjà des coefficients de variation qui peuvent être chez un sujet non malade la génétique, qui est un sujet de variation assez important, le sexe, puisque les femmes consomment environ 10% de moins que les hommes, même à masse musculaire égale, et puis chez le sujet malade, l'état d'agression, qui peut augmenter les dépenses énergétiques de façon importante. Maintenant, voyons la dépense énergétique totale. Alors celle-ci comprend à la fois la dépense de repos, mais également la thermogénèse postprandiale, l'activité physique, la thermorégulation et la croissance. Nous allons voir ces différents postes. La thermogénèse postprandiale correspond à l'effet thermique des aliments, c'est-à-dire c'est le coût énergétique de la mise en réserve des nutriments. Cela dépend à la fois de la nature des nutriments et également de la quantité des aliments ingérés. Pour des lipides, quand vous voulez stocker 100 kcal de lipides, vous avez besoin de 3 kcal. Vous ne dépensez que 3 kcal en plus pour le stockage. Pour des glucides, c'est 7 kcal pour 100. Et pour les protéines, c'est 20 à 30 kcal qui vont être dépensés pour mettre en réserve 100 kcal de protéines. Donc, vous voyez bien que c'est beaucoup plus facile pour l'organisme de déposer des lipides que de refaire du muscle. Et c'est pour cela que quand on a des phases d'amaigrissement puis de reprise de poids, chez des gens qui sont en obésité, qui font des régimes très restrictifs, ou chez un malade qui a beaucoup maigri à cause de sa maladie et qui essaye de reprendre après, en fait, la reprise de poids se fait toujours en favorisant les lipides. On va reprendre plus de graisse que ce qu'on avait et plutôt moins de muscles. Donc, quand on fait des régimes restrictifs qui suivent les uns après les autres, on perd 4 kg de poids, dont 3 kg de muscles, 1 kg de graisse. Et quand on grossit, on va reprendre 2 kg de graisse et seulement 2 kg de muscles. Et finalement, on va se retrouver de plus en plus gras, avec une masse grasse qui augmente, et de plus en plus de difficultés à perdre du poids. Donc, on voit bien que l'alimentation lipidique, c'est une alimentation qui expose plus à l'obésité. Et le fait qu'on ait tellement de mal à redéposer de la protéine fait qu'une restriction alimentaire sévère est toujours à risque pour la masse protéique à terme. Cette dépense énergétique postprandiale, elle dépend aussi de la quantité ingérée. C'est-à-dire que plus vous mangez, plus vous dépensez. En fait, c'est un phénomène de régulation qui vise à stabiliser votre poids, même s'il y a certains repas où vous allez être en suralimentation, vous allez dépenser un peu plus et du coup, vous n'allez pas stocker autant que ce que vous mangez. C'est un facteur protecteur qui n'est pas parfait, puisque quand on se suralimente, on va quand même finir par grossir. Le poste suivant de la dépense énergétique, c'est la thermorégulation. Donc là, la thermorégulation, il y a plusieurs phénomènes. Il y a le rayonnement, en fait, on chauffe la pièce, c'est la chaleur humaine. Quand il y a plein de gens dans une pièce, il fait plus chaud. Il y a la conduction, là on perd de la chaleur, surtout si on marche pieds nus sur un sol froid. Il y a l'évaporation, la sueur et puis la perspiration, l'humidité de la respiration. Et puis enfin la convection, qui est un poste qui peut beaucoup augmenter, c'est le fait d'avoir un air qui circule autour de vous. Si vous êtes dans un froid sans vent, vous allez perdre beaucoup moins que dès qu'il y a du vent. Et plus il y a du vent, parce que finalement le vent déplace l'air chaud autour de votre peau pour le remplacer par de l'air froid, et donc vous passez votre temps à essayer de chauffer la couche d'air qui est autour de vous. Donc par exemple, si vous allez faire du ski et exposer un froid modéré de 5 degrés avec un vent d'1 mètre par seconde, ça vous fait une dépense énergétique de 125 kcal à l'heure. Donc c'est bienvenu au ski pour compenser un peu la fondue savoyarde et la tartiflette. Alors le gros poste très variable de l'activité de la dépense énergétique, c'est l'activité musculaire. Quand vous faites un effort physique, vous dépensez de l'énergie. La dépense va dépendre de la durée et de l'intensité de l'effort. Si vous arrachez une barre d'haltérophilie de 150 kg en 1 seconde, vous n'allez dépenser que 5 kcal. Par contre, si vous marchez pendant 1 heure, vous dépensez 100 kcal. Donc, vous voyez qu'en matière de contrôle du poids,
si on fait de l'activité physique pour essayer d'éviter de prendre du poids ou pour maigrir, on a intérêt à avoir une intensité peu élevée mais durable, parce que l'intensité élevée, on n'est pas capable de la faire dans une grande durée. Et sur une semaine de 7 fois 24 heures, même si vous faites du sport intense une heure par semaine, finalement, ça fait une dépense énergétique qui est assez modeste. Alors que si vous allez travailler à pied tous les jours et que finalement vous faites 1 heure de marche par jour, 7 heures de marche, là ça va être une dépense énergétique sur la semaine qui va être beaucoup plus intéressante. Donc pour le contrôle du poids, on recommande une activité peu intense mais prolongée. Sur le plan cardiovasculaire, on a quand même intérêt à avoir des moments d'activité prolongée parce que sur le plan prévention cardiovasculaire, vous progressez plus avec des activités assez intenses. Donc sur le plan cardiovasculaire, on a intérêt à avoir aussi des activités intenses en plus des activités prolongées. Alors je reviens sur le sujet âgé. Le sujet âgé, je vous disais, il a un moins bon rendement énergétique que le sujet jeune. Alors en fait, si on prend un sujet âgé comme ça, on regarde sa dépense énergétique de repos, on va la trouver plus basse qu'un jeune parce qu'il a moins de muscles. Si on regarde la dépense énergétique d'un sujet âgé de son muscle au repos, on va la trouver pareil par gramme de muscle qu'un sujet jeune. Mais par contre, si on regarde lors d'un effort, mais même un effort modéré type marche, on a montré que lors de l'effort, le sujet âgé dépense 17% de plus d'énergie que le sujet jeune pour la même vitesse de marche. Donc, les sujets âgés, vous verrez plus tard qu'ils sont très exposés à la dénutrition parce qu'ils ont une fonte de la masse musculaire liée à l'âge qu'on appelle la sarcopénie. Et en plus, ils ont tendance à avoir des habitudes alimentaires qui se restreignent, alors même qu'ils ont des besoins énergétiques qui restent les mêmes que quand ils étaient jeunes, parce que même s'ils bougent moins, ils ont un moins bon rendement, et donc il faut qu'ils mangent pareil que quand ils étaient jeunes. Le dernier poste de la dépense énergétique totale, c'est la croissance, parce que vous devez utiliser des nutriments pour grossir et grandir. Votre balance énergétique, si vous avez un poids stable, normalement vos apports caloriques doivent être égaux à vos dépenses énergétiques. Si vous devez grandir, il faut que vos apports caloriques soient supérieurs à la dépense énergétique. Donc les besoins énergétiques d'un enfant de 2 ans, ils sont aux alentours de 90 kcal par kilo et par jour, alors que pour un adulte jeune, activité physique comprise, ça va être aux alentours de 40 kcal par kilo et par jour. Pour un patient adulte jeune hospitalisé qui reste dans son lit la plupart du temps, ça va être aux alentours de 30 kcal par kilo et par jour. Voilà, donc pour conclure cette partie sur la dépense énergétique totale, il faut retenir que vous avez quand même des facteurs de variation qui peuvent influencer la dépense énergétique totale. Donc en matière de dépenses, à l'évidence, l'activité physique, c'est le gros facteur sur lequel on peut jouer quand on veut contrôler le poids. On peut noter aussi la thermorégulation, si vous avez des activités en extérieur ou de la natation dans des eaux un peu froides, ça va entraîner une dépense énergétique. Sur le versant des apports, il faut souligner que la proportion de lipides dans l'alimentation va entraîner une prise de poids plus importante puisque l'effet thermique des lipides est très peu important. Les lipides n'ont pas besoin de beaucoup de calories pour être stockés et donc on va stocker très facilement les lipides alors qu'on aura beaucoup plus de mal à stocker des protéines. Merci.